3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk est avec nous, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. David Belloc nous accompagne également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant et stratégiste chez Mirova et Christopher Denbick est également notre compagnie ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes Merci. conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. L'événement du jour, c'était bien sûr la réunion de la Banque Centrale Européenne. Je le remets un peu dans le contexte des derniers jours. Dans un contexte où de plus en plus de doutes surgissent sur la capacité de la Fed à pouvoir baisser ses taux dès le mois de juin et autant que ce qu'elle a pu signaler lors de sa dernière réunion de politique monétaire. Je parle bien sûr du rapport mensuel sur l'inflation américaine hier qui a quand même pas mal bousculé les anticipations de marché de ce point de vue-là. Et donc la BCE prenait la parole aujourd'hui avec Christine Lagarde pour nous dire quand même, Christopher, que oui, la confiance est en train d'augmenter dans le retour à une inflation à 2% au courant de 2025, ça reste pour l'instant l'objectif, et que cela doit permettre à la BCE quand même de recalibrer sa politique monétaire dès le mois de juin. Complètement. On a eu un indicateur qui était très important pour la BCE, c'est l'inflation au mois de mars. Alors, on est arrivé à un chiffre à 2,4%, c'est bien, ça diminue, mais le point qui est essentiel, c'est que c'est surtout en dessous de la prévision du staff de la BCE qui était à 2,6. Donc, il faut bien prendre en considération que les prévisions quand même du staff sont importantes pour le décisionnel par la suite. Et ça, vraisemblablement, ça devrait être confirmé dans les mois à venir jusqu'à notre fameuse réunion du mois de juin. Donc, il n'y a aucune incertitude sur la capacité aujourd'hui, du fait de le retrait de l'inflation, à baisser les taux. En revanche, l'enjeu pour la BCE, ça va être de savoir si on est sur 3-4 baisses de taux cette année, ce qui est un peu entre les anticipations du marché monétaire, le dernier compte-rendu de la BCE, on tournait autour de cet horizon-là. Je reste convaincu que fondamentalement, il y a toujours ce débat à cause bien sûr du chiffre que vous avez rappelé de l'inflation aux États-Unis. Est-ce que finalement la BCE peut agir seule et jusqu'à quel niveau ? De mon point de vue, les dynamiques quand même macroéconomiques sont extrêmement différentes. On en parlait aussi bien en termes de croissance, en termes d'inflation, de calcul de l'inflation aux États-Unis. C'est une dynamique qui est très différente de la zone euro. Donc on peut tout à fait avoir quand même la BCE qui va amorcer son cycle, faire 2-3 baisses de taux cette année, de faible ampleur, 25 points de base chacune. Et de l'autre côté, la Fed qui va être un peu plus tardive. Alors bien sûr, il y a l'impact sur le taux de change. Mais la réalité, soyons très objectifs, aujourd'hui le marché, il est long dollar. Ça ne changera pas la donne fondamentalement, il restera long dollar si la BCE baisse les taux et non pas à la Fed dans un premier temps. Et surtout, si on passe d'un taux de change de l'euro-dollar autour de 1,07 à l'heure actuelle à sous 1,05, mais pas atteindre la parité, ça ne va pas être non plus un changement fondamental et ça ne va pas avoir de l'inflation importée du jour au lendemain pour la BCE. Donc de mon point de vue, elle a vraiment une grande fenêtre ouverte pour amorcer son cycle, le faire comme elle le souhaite, et il y a d'autres banques centrales qui sont dans cette même dynamique, donc il y a quand même malgré tout une coordination entre elles au niveau des banques centrales. Mais vous dites au moins à court terme, ou au moins sur le court terme, la BCE peut s'affranchir, j'allais dire presque complètement, du calendrier de la Réserve fédérale sur 2024, américaine. ça me paraît pertinent en tout cas, parce que fondamentalement, et Christine Lagarde avait rappelé, alors bien sûr il y a la communication, mais au mois de mars elle avait dit on est indépendant, on est une banque centrale indépendante. Ah bah elle peut pas dire autre chose. Tout à fait, mais ça montre quand même qu'elle a cette conscience que les cycles sont un peu différents, la dynamique du cycle est très différente des deux côtés de l'Atlantique, et donc il faut marteler qu'on va quand même regarder ce qui se passe en zone euro. Et c'est vrai que aussi bien en termes de gains de productivité, parce qu'en zone euro c'est négatif, aux États-Unis on est autour de 3 à 4, en termes de dynamique de l'emploi sur les salaires, la pression à la baisse sur les salaires est très amorcée dans quasiment tous les pays de la zone euro. Aux États-Unis, selon le rapport ADP, si vous changez d'emploi, vous avez une hausse de salaire moyenne de 10%. Donc c'est complètement différent et c'était important qu'elle le rappelle, ce qui lui permet d'avoir une marge de manœuvre aujourd'hui pour baisser les taux, enclencher son cycle. Et vous dites même une dépréciation, même si ça générait une dépréciation de l'euro contre dollar notamment, avec des prix des matières premières qui ont plutôt eu tendance à remonter, vous dites ça génère pas un risque majeur de redéclenchement de l'inflation importée en zone euro. Parce que le débat, c'est est-ce que ce sera durable ? Sur l'énergie, on sait que c'est quand même très rarement durable. Et d'ailleurs, les matières premières, donc l'énergie augmente effectivement, mais pas toutes les matières premières. Les métaux, ça commence à remonter sur le cuivre, mais on part de niveaux qui sont quand même très très bas. Donc ça ne va pas changer fondamentalement la donne. Et très certainement aussi que la BCE, ça peut ajuster sur les prévisions. Bien sûr, on aura les dernières prévisions au mois de juin qui seront publiées. Donc si le pétrole continue d'augmenter, ça va un peu jouer sur ça. Mais ça ne remet pas en cause la nécessité du cycle et d'accompagner surtout un cycle de croissance où le point bas certainement en termes de croissance, qui est quand même très très bas, au niveau de la zone euro, on voit qu'il est atteint, on a une stabilisation au niveau des crédits, donc c'est le moment d'agir et de soutenir une reprise au niveau de la zone euro. Bon,
comment vous regardez cette affaire, Malik? La BCE, effectivement, qui tente de tenir sa ligne d'eau pour l'instant, sachant qu'effectivement, à côté, la Réserve fédérale est peut-être en train de dévier, en tout cas, de ce qu'elle a elle-même projeté lors de sa dernière réunion de mars dernier. Et dans quelle mesure on peut anticiper des baisses de taux, effectivement, isolées du point de vue de la Banque Centrale Européenne à ce stade? Je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. La BCE, ce serait la première fois qu'elle montrait les taux avant la Banque Centrale Américaine. Je crois elle va les baisser. Hein. BC, oui, je sais, elle se doit de le faire. Elle se doit de le faire lorsqu'on regarde la demande de prêt, la statistique qui est sortie la dernière fois. Qui est en baisse assez marquée. Alors que les conditions d'octroi se détendent. Hein. Alors que c'est pas parce que les entreprises n'ont pas avoir accès, c'est qu'il n'y a pas de demande, parce qu'il n'y a pas d'investissement, parce que voilà, l'avenir est moins positif qu'il ne l'est aux États-Unis, où effectivement la résilience de l'économie américaine est assez frappante. Mais moi, je veux revenir sur le chiffre d'hier aux États-Unis, parce que je pense que c'est beaucoup de bruit pour, honnêtement, pas grand-chose. Parce que ce qui compte pour la Fed, c'est le PCE. Et le calcul du PCE est un peu différent du calcul. Et on pourrait s'attendre, pour le chiffre du PCE, dans 2 semaines, à une surprise plutôt positive. Donc le marché, je peux comprendre, il se dit la progression a eu lieu grâce à cette anticipation d'une baisse des taux. On est parti de 6, on arrive à 3, là on se dit c'est plutôt 1,5. Mais bon, ce qui compte, c'est le PCE. C'est ça qui... Et puis je pense que la dynamique aujourd'hui, avec l'innovation technologique, avec l'intelligence artificielle, il y a une pression un peu sur les salaires qui ne vont pas continuer à progresser. D'ailleurs, on a eu une régression sur la progression des salaires. Donc, mais le marché, comme il a progressé l'année dernière sur des considérations d'anticipation de baisse de taux, aujourd'hui, il se dit... ça fait 3 mois que l'inflation aux États-Unis progresse. Si le train se poursuit, il n'y a aucune raison pour que le marché actions puisse continuer à progresser, puisqu'on va annuler toutes les baisses des taux qu'on avait anticipées. Sauf à dire que l'économie américaine, et je vais revenir après sur PCE, mais c'est hyper intéressant. L'économie américaine, elle est scalée, elle est en croissance. Hein, on a des PMI qui se sont redressés, et ça augure de bonnes choses pour les résultats des entreprises. On va commencer... Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus et oublier un peu ces chiffres d'inflation et de PPI depuis 2 jours. Oui, les oublier, c'est quand même le chiffre le plus regardé de la planète, oui. Donc on est obligé quand même d'y porter attention. Mais oui, d'accord. Janvier, février, il y avait l'argument d'effet de saisonnalité, de beaucoup de bruit. Mars, c'était peut-être moins le cas, mais vous dites, effectivement, il y a la translation de certains items qui sont mesurés de telle manière dans le CPI, se retrouve pas de la même manière dans le PCE, qui est d'ailleurs 100 points, 1% en dessous du CPI aujourd'hui. Je crois qu'il y a notamment l'histoire de l'assurance automobile, visiblement, qui a créé un peu de trouble dans le CPI de mars, mais qui ne va pas se retrouver de la même manière dans le PCE de... Et donc, ça veut dire... Non mais attends, hyper intéressant. Ça veut dire que vous ne désespérez pas du fait que la Banque centrale américaine soit quand même en position de baisser ses taux peut-être pas pour juin, mais d'ici l'été, oui. D'accord. Donc juillet, quoi. Le marché, lui, maintenant pense novembre. Ouais, c'est là complètement décalé. Mais bon, une bonne surprise à la fois sur le PCE et sur le prochain chiffre de chômage. Parce que ça ramènerait la confiance. Ça ramènerait la confiance. Mais ce qui est marquant, encore une fois, c'est que malgré cette hausse de taux, on a un marché américain qui reste très résilient. La baisse depuis le début du mois d'avril, c'est même pas 1,5%. Avec une hausse de taux qui est aujourd'hui plus de 30-40 BP. Donc, l'investisseur américain se dit, tant que la trajectoire économique est bonne et la hausse des taux est due pas à l'inflation encore. Tant qu'il y a plus de croissance nominale. Voilà, exactement. De quoi s'inquiéter? Pourquoi le marché action devrait... Et de ce point de vue-là, l'histoire ne change pas encore? Pour le moment, elle ne change pas. Elle pourrait changer si vraiment l'inflation s'installe et que l'investisseur considère que cette hausse de l'inflation se poursuit dans les mois à venir et que l'inversion n'est plus d'actualité. Bon, comment vous regardez ces histoires d'anticipation de baisse de taux? Est-ce que ça reste quand même des espoirs ou des probabilités majeures, majoritaires pour la plupart des grandes banques centrales aujourd'hui? Ou est-ce que, ici et là, c'est des hypothèses qui sont de plus en plus fragiles pour les investisseurs? Ouais, alors je pense qu'effectivement, le marché, au même titre qu'il était allé un peu loin dans le nombre de cuts anticipés fin d'année dernière, on était à 6, 7...
On est là, je pense, sur ces dernières semaines, aller un peu loin dans l'absence de cut. On n'est même pas à 2 baisses de taux Fed, dont la première, je crois, la plus fortement probabilisée est pour décembre, même pas septembre, je crois, en 45% pour décembre. Ouais. On a effacé complètement la baisse de juin, ça par contre c'est logique, et on a une proba extrêmement faible de baisse de juillet. Donc c'est vrai qu'on a une économie américaine extrêmement rigoureuse, au-dessus du potentiel. Ça a toujours été notre scénario. On est en train de se tâter entre un soft landing ou un no landing. Le dernier chiffre d'emploi était très très bon. On a une diffusion de création d'emplois dans des secteurs cycliques comme la construction, comme le retail. Mais ce qui est favorable, et je pense que c'est le pari de la Fed, en fait, et aussi du gouvernement américain, c'est que il y a une très forte hausse du taux de participation et finalement, c'est un marché du travail qui crée de l'emploi mais qui n'est pas forcément inflationniste en termes de salaire. Et d'ailleurs, on a un salaire qui est quand même plutôt capé et voire même qui décélère. Très fort investissement, ça a été dit, en termes de productivité. On a des gains de productivité massifs. Et finalement, on va, je pense, le retrouver dans les prochains chiffres de PCE. On a vu les PPI là, qui étaient inférieurs aux attentes. La production. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas accorder trop d'importance à ce CPI hier, même si, clairement, c'est le 3e consécutif au-dessus des attentes. Et qu'en rythme annualisé, on est à 4,5, donc on est quand même assez loin sur les 3 ou 6 derniers mois de la target de la Fed. Mais je pense que le narratif autour d'inflation qui est capée entre 3, 3,5, mais sans un rebond substantiel et fort qui obligerait la Fed à repartir dans une politique de hausse des taux, pour l'instant, ça reste quand même clairement notre scénario central. Et en face, on a une croissance qui est extrêmement robuste et qui donc justifie un positionnement constructif sur les actifs risqués. Ouais. Après, par rapport à la question de savoir si la BCE pourrait devancer la Fed, la réponse, je pense que Christine Lagarde a été très claire aujourd'hui. De toute façon, techniquement, au mois de juin, la réunion de la BCE est avant celle de la Fed. Donc elle aurait de toute façon baissé les taux en juin avant la Fed. À 2 jours près ou à 1 ou à une semaine. Mais voilà, c'est ça la bien sûr que c'est ça la question. C'est ça. Et donc, on a effectivement cette inflation des services à 4% depuis 5 mois, mais on voit une décélération au niveau des salaires. On a cette 4% d'inflation des services a un effet retard, mais on voit qu'on a un pic de salaire très clairement. On voit qu'on a une perte de pricing power des sociétés et que la demande est assez faible. C'est ce qu'elle dit. Et donc, qui vont rogner leur marge, mais finalement, il n'y aura peut-être pas cet effet pricing power qu'on a connu. Et on voit clairement une décélération très nette. Pour ce qui est de la baisse de l'euro, je pense qu'on a une facture énergétique en pourcentage de PIB qui est bien inférieur à ce qu'on avait il y a 2 ans, où la BCE était obligée de monter ses taux comme la Fed l'avait fait, parce qu'on avait un vrai sujet. Là, on est à 2% du PIB, on a un prix du gaz à 25 € du mégawattheure, des prix d'électricité qui sont annoncés à la baisse, et on est moins dépendant du prix du pétrole. Donc, on n'est pas... Ça laisse un peu de marge. Ça laisse un peu de marge de manœuvre, comme disait ça laisse de la marge. Donc, après, dernière remarque, le problème, c'est que tout ça, c'est un peu anticipé en termes de marché de taux. Et 2,5 finalement sur du taux 10 ans, c'est à peu près le taux neutre ou le taux terminal si on anticipe 6 baisses de taux BCE d'ici fin 2025. Et est-ce qu'il y a beaucoup à gagner en termes de baisse de taux? Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Oui, il y a peut-être de moins en moins. C'est ça. Effectivement. C'est un peu l'idée. Quand on regarde la balance des risques, quand même, de se dire qu'effectivement, il y aura peut-être moins de baisse de taux, même peut-être globale, que les conditions financières se détendront moins que ce qu'on imagine. Est-ce que ça peut ramener sur le devant de la scène la question de risque financier ? L'histoire nous dit souvent que la Fed monte les taux jusqu'à ce que quelque chose casse quelque part. Alors, si c'est pas dans l'économie, est-ce que ça peut être à nouveau quelque part dans la sphère financière ? Le maintien de taux élevés pour encore plus longtemps, est-ce que ça peut reproduire des dégâts dans la sphère financière ? Alors, il y aura des dégâts dans la sphère financière. Il y en a déjà eu. Oui. L'enjeu, c'est est-ce que c'est systémique ou pas ? Probablement pas à ce stade. On le voyait, alors bon, il y a le cas d'école, des banques très exposées sur les crypto-actifs, ce qui est très très spécifique, donc là je ne vais pas trop y revenir. Il y a celle sur le private equity, où il y a eu effectivement un sujet qui est un peu plus large, mais fondamentalement ce qu'on constate du côté américain, c'est que vous avez eu l'arrêt le 11 mars du programme de la Fed auprès de refinancement pendant 1 an. Le 11 mars... C'est le programme SVB, un poste SVB. Exactement. C'est ça. On est quasiment un mois après, il n'y a pas eu
d'accidents de nouveau. Il y aura un sujet en revanche qui va être réglementaire, c'est-à-dire que la Fed et d'ailleurs Janet Yellen aussi l'a répété, on sait très bien que du côté américain, du fait en particulier, mais pas uniquement des taux élevés, on a certaines banques qui sont un peu plus en difficulté, donc il va falloir réglementer davantage. Et ils ont notamment un horizon. Grosso modo, il y a un sujet qu'on a vu avec la New York Community Bank, ça a été le fruit d'une fusion. Ils ont eu en actifs sous gestion, ils sont passés à 1 milliard. Et on voit qu'il y a cette zone grise où finalement, quand on a 1 milliard, on n'est pas si surveillé que cela. Donc, il y aura une évolution réglementaire. Mais ça n'aura pas un impact fondamental sur les flux de crédit. Ça n'aura certainement pas un effet systémique. Et après, il y a toujours cette question du shadow banking qui n'est pas uniquement chinois, qui est aussi présent en Europe et aux États-Unis. Malheureusement, le G20 publie assez peu d'études désormais d'estimation sur le shadow banking. Je crois que les dernières remontent à avant la Covid. Mais j'oserais dire, ce ne sera pas à cause des taux, ce sera certainement à cause d'autre chose si un jour il y a un sujet sur cet aspect spécifique. Donc je suis plutôt confiant sur le bancaire. On le voit, même en Allemagne, en Europe, il y a quelques banques, pas de taille systémique, qui ont été très exposées à l'immobilier commercial, notamment américain. Bon, mais tout ça, c'est du gérable. Donc je ne vois pas une vraie problématique à cet égard. Et juste un point de commentaire. Sur les conditions d'assouplissement au niveau global, vous disiez finalement peut-être qu'on n'en a pas tant que cela. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un pan de la planète depuis 1 an et demi, quasiment 1 an et demi, qui accommode même beaucoup. Et donc finalement, si on regarde au niveau global, après on peut toujours débattre du moyen de la méthodologie pour la mesure, on est quand même sur des conditions financières au niveau mondial qui sont plutôt très accommodantes. Donc il y a de la liquidité finalement. C'est simplement, elle est moins accessible peut-être dans les pays occidentaux, et encore on peut en débattre, mais elle est quand même présente. Je reformule ma question, mais si les conditions économiques ne permettent pas à la Fed de recalibrer autant que ce qu'elle aurait imaginé, est-ce que ça peut venir du marché ? Est-ce que c'est des mouvements de marché, des réactions de marché qui peuvent, à un moment, pousser la Fed et les banques centrales à agir ? Une émission du 10 ans qui ne s'est pas très bien passée hier soir aux États-Unis, on suivra le 30 ans ce soir. Des entreprises leveragées financièrement qui attendent toutes le doigt sur la couture du pantalon, la baisse des taux pour pouvoir refinancer ou se financer à nouveau. Cette attente-là, elle ne peut pas être non plus interminable et sans fin. Oui, non, il y aura etc., quoi. Il y aura un événement à un moment donné qui va siffler la fin de la partie, mais je pense qu'honnêtement autour de la table on ne sait pas lequel. Non. Mais lorsqu'on regarde, je pense que sur les actifs risqués, il y a le marché précurseur, c'est le marché du crédit. Aujourd'hui, aucun signal d'alerte. Les spreads se continuent à se détendre. Les financements, les murs de la dette sur le comportement à yield, il arrive plutôt mi-2024 et surtout 2025. Et c'est une classe d'actifs qui est une des plus performantes depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est dans une situation financière qui est plutôt accommodante, malgré... On vit un moment, je pense, exceptionnel, à la sortie du Covid, mais c'est vrai. Ah ben non mais... On a une hausse de taux qui n'a jamais été aussi forte en si peu de temps, une croissance qui tient, un chômage qui baisse, donc des consommateurs qui sont présents, qui continuent à alimenter l'économie, une inflation. Moi, je pense que la désinflation, elle va se poursuivre. C'est juste que là, on a un moment de doute. Mais le processus est enclenché, à moins qu'on ait une situation géopolitique, mais ça on ne peut pas aujourd'hui l'anticiper. On a une Chine d'un autre côté, on en parlera peut-être, qui commence à se redresser, le marché boursier se redresse, l'économie se redresse, beaucoup de gens n'en veulent pas pour des raisons autres que les raisons financières. Donc la situation économique, elle est plutôt favorable. Oui. Après, sur les résultats d'entreprise, etc., on verra, mais il y aura encore une fois, je pense, une dichotomie entre les US et l'Europe, parce que les marges aux États-Unis, je pense qu'elles vont continuer à progresser, même si c'est un pan entier la dynamique redevient positive sur les earnings américains. Les earnings américains, ils ont été révisés à la hausse. Oui. Et puis c'est sur les marges qu'on va, je pense, être surpris encore une fois, avec une résilience des marges, voire une progression dans certains secteurs des marges. En Europe, la situation est un peu compliquée. Alors, Christine Lagarde nous dit elle-même que les marges des entreprises sont en train d'absorber les coûts unitaires du travail. Donc, Même si en Europe, on a assisté dernièrement aussi une légère révision à la hausse sur les perspectives pour ce trimestre-là. Donc tout ça laisse augurer qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de s'inquiéter sur
solidité financière des entreprises et sur la qualité des bénéfices actuels. Tant qu'il n'y a pas un ralentissement marqué, ou tant les taux ne s'envolent pas au-delà des 5%, qui est la limite, ou au-delà de laquelle, là, on commence à se poser des questions sur le refinancement à venir des entreprises, sur la répercussion de cette hausse des taux, sur l'activité économique. Donc là, 4,50, 4,55, 4,60 sur le 10 ans américain, on n'est peut-être pas encore dans la zone qui génère des vraies turbulences pour les entreprises, les marchés, etc., comme ce qu'on avait vu en fin d'année dernière, octobre-novembre. Vos commentaires, bien sûr, David. Et juste, j'avance sur ma question, c'est dans quelle mesure les politiques fiscales et budgétaires, telles qu'elles sont signalées devant nous, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans quelle mesure elles ont une influence aussi sur la conduite de la politique monétaire demain ? Mais je vous laisse commenter les points. Non, mais c'est vrai que toute la difficulté pour la Fed et pour ses banques centrales, c'est que finalement, on se rend compte que la charge nette d'intérêt pour les acteurs privés, que ce soit les particuliers ou les entreprises, n'a jamais été aussi faible. Après 4% de hausse de taux. On a un marché même immobilier américain qui a changé de nature par rapport à 2008. Les particuliers s'endettent avec des taux fixes. Les entreprises n'ont pas ou peu besoin de refinancement. Ils placent leur liquidité, notamment les grosses qui ont du cash et des gros bilans, à 4,5-5%. Donc cette hausse des taux ne mord pas en moyenne et en agrégé suffisamment l'économie réelle et ne ralentit finalement pas suffisamment l'inflation. On a des zones de faiblesse, très clairement, on l'a vu avec SVB, on pourra en avoir demain. On a eu, je crois, hier, un sondage de confiance sur les petites entreprises PME américaines qui étaient quand même au plus bas. Ouais. Donc on voit qu'il y a quand même des zones de faiblesse. Je pense que Powell et la Fed en a bien conscience. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, de manière préventive, ils aligneront 1 à 2 baisses, a priori 2. En assurance. Des baisses de taux assurantielles. Pour envoyer un signal en assurance. Mais je pense que le vrai sujet, et c'est là où il y a peut-être divergence entre les États-Unis et l'Union européenne, et c'est assez particulier comme situation, c'est que les États-Unis ont décidé finalement, pour répondre à ce choc stagflationniste, à une inflation à 10% post-Covid, de répondre par un choc d'offres. Un choc d'offres, c'est-à-dire on relance budgétairement, massivement l'industrie, l'automatisation, des gains de productivité, une hausse de l'immigration. C'est 1,5 million de créations d'emplois par an. En général, je crois que c'est 3 fois plus. C'était 4 ou 500 000 les années pré-Covid. On est maintenant à 1,5 million de création d'emplois d'Américains d'origine étrangère. Ouais. Plus donc les natifs, enfin les Américains, ça nous fait plus de 3 millions de créations d'emplois. 3 millions de créations d'emplois, c'est 1,5% de gains salariaux qui, avec les gains de productivité, nous amène à 2,5% de croissance réelle, donc un rehaussement potentiel de croissance, un peu d'inflation. Et finalement, est-ce que c'est pas... Alors c'est un pari risqué. On verra dans quelques années. Mais est-ce que ce n'est pas la solution pour, d'une part, financer les transitions dont on a besoin d'un point de vue énergétique, numérique, démographique, tout en en essayant de limiter via ce rehaussement de croissance potentielle ce ratio dette sur PIB si les États-Unis sont capables de délivrer ce qu'elles délivrent. Je suis assez convaincu que c'est même une stratégie qui a été documentée, explicitée. Moi, je me souviens du discours de Janet Yellen à l'époque en poste à la Fed où elle évoquait les bénéfices d'une high pressure economy. L'économie sous haute pression, c'est bon. Il faut qu'on essaye cette voie de sortie. On était à l'époque englué dans la stagnation séculaire, la grande modération, etc., et qui convenait pas du tout non plus à l'époque à la réserve fédérale américaine. C'est un pari. Et en Europe, malheureusement, oui. on n'a pas délivré ce que les Américains ont délivré. On n'a pas ces gains de productivité. On serait tenté, compte tenu de la pression sur les déficits, effectivement de réduire cette dépense publique et finalement ne pas créer ce choc d'offres comme il y a aux États-Unis. Bon. Est-ce que ça va nous permettre de maintenir cette croissance tout en assurant cette désinflation ? C'est peut-être aussi plus compliqué. Comment vous réfléchissez au lien entre déficit et politique monétaire, déficit budgétaire et politique monétaire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'enclenche de ce point de vue-là ? Il n'y a pas d'appétit pour de la consolidation budgétaire démesurée, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que les règles européennes feront qu'il y aura ici et là quelques efforts, mais globalement...
on a quand même l'idée que les déficits vont rester assez amples pour quelques temps encore aujourd'hui. Quelle influence ça peut avoir sur la conduite de la politique monétaire ? Alors, du côté européen, on a effectivement quelques signaux faibles de consolidation budgétaire. On le voit bien en France ou dans d'autres pays européens. Mais la réalité, c'est que sur la plupart des pays européens, vous avez tous une stratégie qui est extrêmement limpide, qui est, on va laisser filer les déficits, parce que dans tous les cas, les sanctions des agences de notation, plus personne ne s'y intéresse. On va être rapidement fixé en France sur le sujet. Le deuxième point, c'est que vous avez une banque centrale européenne qui, là, effectivement, typiquement... Le bon exemple, c'est l'Italie. L'Italie, encore pire en termes de crédibilité budgétaire que nous, donc très mauvaise surprise. C'est un pays qui a une croissance potentielle plus faible que la France, qui est plus du point de vue stigma quand même assez négatif. Et lorsque vous avez eu toutes ces annonces, et en même temps la Banque Centrale Européenne est vendeuse nette d'obligations italiennes, l'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes, ça n'a quasiment pas bougé. Ouais. Donc c'est la preuve que finalement, c'est plus un sujet. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir sur la table, mais il y a quand même un aléa moral qui est bien présent, c'est de se dire... Mais dans le pire des cas, on aura une banque centrale européenne qui pourra intervenir. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a la clé de répartition. Mais tout le monde sait que cette clé de répartition, c'est un sujet qui est politique, on peut en débattre. Pourquoi ce ne serait pas à 35, 37 ou 40, etc. Donc il y a vraiment cet aléa moral qui est mis en avant. C'est problématique dans le sens où, fondamentalement, je ne pense pas que le déficit soit négatif. L'exemple américain le montre bien. Il est fait à bon escient. Et à la toute fin, je pense que le pari qui a été évoqué, à mon avis, sera certainement, en tout cas, plus réussi que du côté européen. Ça, je ne prends pas trop de risques à cet égard. En tout cas, il y a la volonté. Il y a la volonté, voilà. Mais quand vous regardez aujourd'hui sur les pays qui sont en déficit en Europe, la plupart, finalement, ils financent des dépenses courantes à la toute fin. Il y en a un seul État qui était l'État vertueux par excellence et qui a aujourd'hui un déficit qui ne cesse de filer, c'est la Pologne. Et pour une raison simple, c'est qu'on atteint 4% de dépenses dans la défense en pourcentage du PIB, pour des raisons évidentes. Mais tous les autres, c'est du financement pur et simple, quasiment de dépenses courantes. Donc il n'y a pas de stratégie derrière cela. Il y a beaucoup de communication, économie de guerre. On a aussi sur l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, il faut que tout le monde en parle et tout le monde est son hub intelligence artificielle quelque part. Mais la réalité, c'est que vous avez une incapacité d'avoir une stratégie aujourd'hui en Europe sur ce qu'on veut faire. Et le marché laisse faire ça. Le marché est bienveillant par rapport à cet état de fait qui n'est pas nouveau, que personne découvre aujourd'hui, en tout cas sur les marchés. Vous avez, alors, il y a un cas qui est la France. La France est un cas un peu particulier parce qu'effectivement, elle bénéficie du fait que l'Allemagne émet assez peu. Juste, l'Allemagne, son programme 2024, c'est 76 milliards d'émissions. La France, 285. Et derrière cela, vous avez aussi une forte appétence des investisseurs japonais pour les obligations françaises. Hedgées à l'instant, mais on voit que les Japonais commencent à acheter américains non hedgés. Donc peut-être que ça va jouer aussi pour nous. Mais donc il y a tellement d'aléas qui font que c'est plus un sujet aujourd'hui. Ma crainte, c'est qu'il n'y aura jamais de sanctions. Enfin, sur un horizon de plusieurs années, on va continuer à laisser filer les déficits, les marchés ne vont pas réagir, mais le problème, c'est que ce déficit-là, ce ne sera certainement pas pour faire de l'innovation, derrière cela, des gains de productivité, potentiellement une croissance potentielle un peu plus élevée. Donc c'est dommage, j'oserais dire, qu'il n'y ait pas une sanction, en tout cas une petite alerte du marché pour titiller un peu et prendre les bonnes décisions. Moi, je crois que l'événement Liz Truss, octobre 2022, ça a marqué quand même les esprits de pas mal de nos gouvernants. Alors, voilà. C'est le Royaume-Uni. Ils sont plus protégés par l'euro. C'est ça. On en a fait un cas très particulier. Exactement. Et si on regarde objectivement, en étant toujours très prudent avec les mots, le seul État européen qui devrait faire de l'austérité, c'est le Royaume-Uni. Et j'insiste, austérité, pas consolidation budgétaire. Mais c'est un cas qui est extrêmement particulier et une banque centrale qui n'a pas la même marge d'action, qui a déjà failli par le passé, on le sait très bien. Donc c'est vraiment très spécifique. Mais pour l'Europe zone euro, j'oserais dire, il y a un aléa aujourd'hui. Malik. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle la domination budgétaire, la fiscale dominance. Ouais. Le poids du budgétaire qui domine d'une certaine manière la politique, ou qui influence en partie la politique monétaire. Oui, mais je pense que les banques centrales sont conscientes de la dérive. De la dérive de la dette. Aux États-Unis, quand même, on arrive à des niveaux aujourd'hui. Si on reste à ces niveaux-là, d'ici 2025, je crois que c'est 6% du PIB. Toutes les émissions du Trésor américain ne se passent pas bien. 1000 milliards tous les 100 jours. Oui, 1000 milliards tous les 100 jours. Mais si la Banque centrale américaine réduisait ses taux de 150 BP, ça réduirait la charge de la dette d'un tiers. Ah bah oui, donc problème réglé, quoi. Non, je ne dis pas problème réglé. Ouais. Si vous laissez
si vous laissez la dette enfler, c'est des investissements en moins, c'est de l'argent en moins pour investir. Parce qu'à un moment donné, et même le cas de la France, aujourd'hui je crois que c'est 50 milliards que ça doit représenter, je pense que ça c'est un élément... Et ça compte quand il s'agit de décider des baisses de taux. Je pense que ça compte dans le... Je pense qu'aux États-Unis aussi, je rejoins. Je pense que quand même c'est un argument. Oui, c'est un argument très important. Donc, ils agiront pour éviter ce que... Parce que le problème d'une catastrophe financière pourrait venir de là. C'est qu'à un moment donné, on demande une prime encore plus importante pour aller financer la dette américaine ou aller financer... Surtout qu'avec les tensions géopolitiques, aujourd'hui, vous avez des pays qui n'iront plus investir sur la dette américaine. Donc, ce qu'on retrouve dans l'appréciation de l'or, ce qu'on se retrouve exactement. dans l'appréciation du bitcoin. Alors que l'appréciation de l'or... On retrouve dans la faible baisse des taux longs américains ou européens malgré les décisions bancaires. C'est un point très important. L'or n'aurait jamais dû s'apprécier dans les conditions. Les taux réels montent. Exactement. Quel que soit... Et donc pourquoi l'or s'apprécie alors ? Je pense que c'est ça. D'accord. C'est cette appréhension du risque éventuel. Plus le risque géopolitique, mais c'est pas ça qui a... Plus en fait sur l'or... Il y a beaucoup de banques centrales aujourd'hui qui sont acheteuses, notamment la Chine, qui n'a que 4% de ses réserves en or. Donc la plupart des banques centrales sont autour de 10-15%, et les Chinois achètent beaucoup d'or à l'heure actuelle. Et le retail chinois aussi, rincé pas après l'immobilier et les actions. Et oui, je crois qu'ils ont besoin d'acheter aussi. Mais sur la Chine, c'est vraiment un point qui est intéressant parce que c'est le seul pays qui fait vraiment de la dédollarisation en achetant de l'or. Et je me souviens très bien, parce que par le passé, j'ai beaucoup travaillé en Russie. Et à une autre époque, en 2015, une présentation qu'on avait faite, et ça m'avait frappé qu'effectivement, la Russie achetait très, très, très massivement de l'or. Sans déclarer la dédollarisation, mais après, on comprend un peu mieux pourquoi, mais rétrospectivement, mais c'est le seul pays qui est effectivement dans cette même stratégie, et d'où la géopolitique. À un certain stade, ça a aussi quand même son impact, et la Chine vend des obligations du Trésor américain. Ils ont conscience que ça peut rapidement mal se passer, du point de vue géopolitique. Ce qui est intéressant, c'est que pour les ETF, en tout cas ceux qui sont classifiés en Europe et aux États-Unis, il n'y a pas eu de collecte démesurée sur les ETF or, sur les produits indiciels sur... c'est la dichotomie qu'on constate. Si on dit un mot des marchés, gardez la parole, Christopher. Bon, on a commencé à l'évoquer, mais est-ce que l'idée de moins de baisse de taux, mais quand même quelques baisses de taux assurantielles au moins du côté de la Fed, est-ce que ça suffit pour conserver une dynamique porteuse sur les actifs risqués ? Je rejoins ce que vous avez dit. Je pense que fondamentalement, en fait, les baisses de taux, tant qu'on sait qu'elles seront enclenchées, est-ce que l'ampleur, etc., ça compte ? En tout cas, du côté américain, ça compte pas vraiment, parce que aujourd'hui, vous avez une économie américaine qui surperforme très nettement le reste du monde, avec effectivement, tout le monde est focalisé beaucoup sur ces révolutions technologiques industrielles à l'œuvre, et elles sont quand même du côté américain. Si vous cherchez des entreprises, après vous pouvez faire du stock picking ailleurs, mais la réalité c'est que c'est côté États-Unis. La société qui est au cœur de ce phénomène-là, c'est Nvidia, c'est coté aux États-Unis. Donc, j'oserais dire pour les marchés, c'est un peu le meilleur des mondes à l'heure actuelle. On voit qu'effectivement, les marges vont certainement être très bonnes encore aux États-Unis. Les prix à la production, le chiffre qui est quand même malgré tout assez élevé, ça montre aussi que vous avez des marges derrière cela, que vous avez des consommateurs qui veulent consommer. Donc, les signaux envoyés sont tellement positifs, j'oserais dire, on débat bien sûr, parce que c'est un élément, est-ce que la Fed va baisser ses taux et de quelle ampleur ? Mais du point de vue purement marché, moi, quand je vois des clients, je leur dis c'est pas spécialement le vrai sujet aujourd'hui. Ma conviction, c'est que... Non, mais c'est dingue quand même. Enfin, c'est frappant, quoi. C'est peut-être une bonne nouvelle de se dire que pour une fois, les banques centrales ne sont pas le premier point d'attention. Mais en début d'année, on nous aurait dit c'est pas si baisse de taux, mais il y en aura peut-être qu'une ou deux. Et où est-ce que vous mettez le S&P 500 ? Je suis pas sûr qu'on l'aurait mis. Alors maintenant, on le met à 5005. Entre-temps, parce que ça court, quoi. C'est ça. Attends, vas-y. Après, il faut reconnaître que depuis 2 ans aussi, le consensus s'est très très lourdement trompé sur les anticipations de politique monétaire. 2023, c'était une catastrophe. 2024. Donc, si vous faites votre positionnement, votre allocation d'actifs uniquement avec ça, au pricing des anticipations, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut mieux regarder la surperformance de l'économie américaine, qui est un vrai facteur décisif et qui est durable, très nettement. David. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a 3-4 baisses de taux en moins, mais entre-temps, on a une croissance bien au-dessus du potentiel. 1% de croissance en plus. Voilà, c'est ça. On est à 2,5-3. Après, tactiquement, c'est vrai qu'avec des taux réels, donc retraités d'inflation à plus de 2, qui étaient les niveaux qu'on avait Exactement. On est monté à 2,50 peut-être même à un moment. 2,50, moi je me souviens. Entre-temps, on a quand même fait 30% de hausse action. Donc c'est vrai que
bon, tactiquement, on peut comprendre quelques mouvements de prise de profit, mais tant que les États-Unis et quelque part l'Europe qui devient Goldilocks, puisqu'on a un mouvement de désinflation, on a une banque centrale qui va a priori baisser ses taux 2-3 fois. Il y a une conjoncture un peu... Et une amélioration. Et c'est moins cher. De assez bas. Et c'est moins cher. Et c'est sous-détenu. Voilà. Donc, si on est rassuré sur cette croissance qui délivre aux États-Unis, qui permet de passer outre des taux qui restent relativement élevés, et que l'Europe rebondit, finalement, c'est quand même pro-actif risqué, même si à court terme, on peut comprendre quelques prises de profit. Je signale, c'est le petit événement du jour pour moi, mais le fonds singapourien Temasek a inauguré hier l'ouverture de son bureau parisien. Temasek, c'est 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Alors évidemment, ils ont déjà une exposition à l'Europe, mais ils vont augmenter de 50% leur exposition à l'Europe dans les 5 prochaines années parce que... estime que c'est là où il y a du potentiel. C'est value. Aujourd'hui, c'est value. Et puis, non, mais qu'il y a aussi, oui, c'est value. Et qu'il y a quand même des entreprises qui génèrent de très beaux cash flows, qui ont des positionnements aussi singuliers dans certains domaines, sur la transition, etc., qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Oui, mais le sujet européen, c'est que c'est dur d'avoir une industrie. Aux États-Unis, vous avez des chaînes vous avez une création de valeur autour d'une industrie. En Europe, vous avez plein de pépites. Une chaîne complète. Exactement. Ouais. Et en Europe, vous avez plein de pépites partout, mais il n'y a pas justement cette chaîne complète de valeur. Bon, où est-ce qu'on est à l'aise aujourd'hui? Pro-risque, oui, donc pro-risque toujours un peu. Pour l'instant, pro-risque. Ouais. La seule inquiétude qu'on a, c'est la valorisation du marché américain. C'est juste ça. Donc, il faut vraiment que les entreprises délivrent au cours de ce trimestre pour pouvoir espérer une stabilisation, voire une rotation peut-être sur certains secteurs. Mais on ne mise pas sur le fait que ça peut se payer plus cher à ce niveau-là. Honnêtement, j'ai du mal sur les valeurs technologiques que ça se paye encore beaucoup plus cher qu'on l'est aujourd'hui. Mais il faudrait vraiment pour cela des résultats exceptionnels qu'on pourrait avoir. Encore une fois, ce qu'il faudra regarder, c'est vraiment les marges des entreprises dans ces secteurs-là. Sur les autres marchés, vous avez bien sûr des valorisations attractives en Chine, même si beaucoup s'en désintéressent pour les raisons que l'on connaît. Ça commence un peu à payer ? Ça a payé, ça a repris plus de 20%. Ça s'est revenu en ligne avec les principaux marchés asiatiques, à part le marché taïwanais qui a bénéficié de l'effet, bien sûr, de l'intelligence artificielle avec TSMC. Mais sinon, c'est la même perf que le marché indien, alors qu'on était à moins 20%. Il n'y a plus un niveau de sous-performance. Non, pas du tout. Et puis la valorisation n'a rien à voir avec celle du marché indien. On se traite à 8 contre 26 pour le marché indien. Aujourd'hui, ce qui semble se jouer, c'est que les investisseurs se délaissent le marché global chinois pour se revenir sur les valeurs technologiques qui sont encore beaucoup plus décotées. Donc il semble qu'il pourrait y avoir un rattrapage. Donc on reste présent là-dessus. Et les émergents, je pense que c'est aussi... globalement, c'est là qu'il faut se situer aujourd'hui. On est assez surpris par la résilience. On est content aussi de la résilience, même si la performance n'est pas en rendez-vous. Mais tout ce qui s'est passé récemment avec la hausse des taux, l'appréciation du dollar, ça n'a pas impacté les marchés émergents qui depuis une semaine surperforment le reste des marchés. Donc on reste, proactif et on attend du signe du marché du crédit tant qu'il n'y a pas de détérioration sur le marché du crédit et que les perspectives bénéficiaires sont en rendez-vous. Marché comme le Japon, on en a beaucoup parlé, donc je sais pas, je pose encore. Alors le Japon, il bénéficie d'un environnement qui lui est favorable. La seule interrogation qu'on a, c'est que il y a cette dépréciation du yen qui alimente bien sûr la hausse du marché, et on entend ici ou là une intervention. Rappelez-vous qu'en 2022, lorsqu'ils étaient intervenus, ça avait fonctionné et le yen s'était apprécié de 15%. Ouais. Donc ça n'avait pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça pourrait avoir un effet négatif sur le marché action. C'est juste ça. Sur ces marchés. Rapidement, peut-être pour compléter sur le Japon, parce qu'on se retrouve sur le reste, donc ce ne serait pas très pertinent. Sur le taux de change, effectivement, pour nous, on est très favorable au Japon. Il y a effectivement cet aspect taux de change à prendre en compte, mais on se dit que la barre est quand même très très haute pour qu'on ait un redressement durable du yen. Aujourd'hui, le taux de change réel effectif du yen, c'est au plus bas depuis la fin des années 70. Pour que ce soit très durable, il faudra une intervention coordonnée. Ça ne semble pas très cohérent à cet égard. Donc et surtout, si vous regardez les derniers chiffres quand même de la croissance, ce qui a atterri l'économie, c'était les exportations. Donc je pense que le gouvernement est aussi pas complètement mécontent. C'est toute une vision. C'est un peu comme la Chine, c'est-à-dire qu'il faut que ça se déprécie, mais pas trop, et c'est plutôt la stabilité qui l'emporte. D'ailleurs, cette faiblesse du yen, 153 dollar yen. Tout à fait aujourd'hui. 153 aujourd'hui. Est-ce que ça pose pas problème à la Chine ? C'est quand même une compétition d'une devise exportatrice à côté dans la région qui peut aussi
mettent sous pression la Chine aujourd'hui. Alors, il y a la concurrence du Japon, mais le problème de la Chine, c'est qu'elle souhaite inonder le marché occidental, américain, européen de produits manufacturiers. Et elle n'a pas le choix, parce qu'effectivement, il n'y a pas de relais de croissance domestique. On voit que le marché immobilier est en plein marasme, il y a une perte de confiance. Et on sent il y a aussi une volonté politique. Donc la relance budgétaire booste effectivement ce manufacturier pour produire des produits concurrentiels, quitte à ce qu'ils soient d'ailleurs aidés. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de relance majeure en Chine pro-consommation, quitte à ce que ça profite effectivement plus largement, comme ça avait été le cas en 2016 ou durant après la crise du yuan. Après la crise du yuan, aux États-Unis et à l'Europe. Donc effectivement, cette politique exportatrice agressive, elle est un peu risquée et pas dit qu'elle porte ses fruits. Ouais. Bon, on a vu là aussi le dollar yuan passer au-delà des 7,20 qui était un niveau juste sur la très regardé. Il y a eu quand même lors des dernières vacances, il y a eu un sursaut de la consommation. On est repassé au niveau de l'avant Covid. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Malik Hadouk, CPRAM, Christopher Dembik, Pictet Asset Management et David Belloc, Mirova. Merci.